Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire sur l'entretien de parcours professionnel, EPP, pour l'abréviation futur RH. Voilà, vous êtes extrêmement nombreux aujourd'hui. Vous êtes plus d'une centaine de personnes, dont de nouvelles qui sont en train de se connecter. Donc, on va encore laisser 2-3 minutes aux gens de se connecter. En attendant, je vous propose que l'on se présente. Voilà. Le temps que tout le monde arrive, et je vous souhaite la bienvenue à tous. Honneur à Chloé ou à Fabrice, à l'un de vous. Je laisse Chloé se présenter. Merci Fabrice. Bonjour à tous, du coup moi je suis Chloé Santos, je suis responsable du produit Crew au sein de la société QuickMS. C'est un produit qui permet de faire notamment les entretiens professionnels au sein des structures. On en parlera très très rapidement dans la présentation, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. On reste vraiment sur les entretiens de parcours professionnel. Voilà Fabrice, je te laisse prendre la parole. Très bien, merci. Donc Fabrice Carava, avocat associé du cabinet Capstan, plus précisément au bureau de Marseille. Capstan, peut-être certains d'entre vous connaissent ou travaillent même peut-être avec le cabinet. C'est un cabinet d'avocats spécialistes en droit social et plus particulièrement donc en droit du travail. Le cabinet dans son ensemble ne fait que ça au bénéfice des entreprises, en défense et puis surtout en conseil, où nous travaillons par des abonnements essentiellement. Nous sommes sur plus d'une dizaine d'implantations en France et aussi présents à l'international. Donc voilà, Capstan, un cabinet uniquement orienté, tourné vers le droit du travail en partenariat avec les entreprises. Et moi, je suis Lina Gouvignas, la responsable des ressources humaines de la société QuickMS. Donc, comme la majorité des personnes qui sont connectées aujourd'hui, j'ai plein de questions à poser à Fabrice. Alors, je rassure tout le monde, il va y avoir un replay du webinaire. Il est prévu à la base que nous soyons connectés jusqu'à midi, mais nous savons déjà d'avance que ça va durer beaucoup plus longtemps. Donc, sachez qu'on sera là. Pour vous expliquer comment va se dérouler ce webinaire, donc Fabrice va nous présenter très clairement le contenu de ce nouveau dispositif. Ensuite, on vous parlera des risques et on va essayer à la fin de répondre à un maximum de questions. Comme vous êtes extrêmement nombreux, ce que je vous invite à faire, c'est de poser vos questions dans la partie questions, histoire qu'on n'oublie personne. Voilà, et l'objectif étant que tout le monde ressorte de ce webinaire en ayant clarté sur cette nouvelle loi qui nous bouleverse un peu tous. Voilà. Est-ce que ça vous convient pour le dérouler? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Chloé et Fabrice? Non, pour moi, tout va bien. Ok, eh bien, je vous propose d'entrer dans le sujet. Ça va se dérouler en 2 temps sur la présentation de la loi, la temporalité et après l'objectif et le contenu de l'entretien. Donc, soyez patients. On va essayer de prendre toutes vos questions à la fin. Donc, Fabrice, je te laisse commencer sur la nouvelle temporalité par rapport à ce qui se passe aujourd'hui entre l'entretien professionnel qui tombe, entre guillemets, et l'entretien de parcours professionnel qui prend toute sa place. Oui, merci Lina. Donc, pour commencer cette présentation, effectivement, on le fait en 2 temps pour essayer de ne rien oublier tout en étant synthétique. Donc, d'abord, ce qu'on appelle effectivement la temporalité. Concrètement, à partir de quand s'applique le nouveau dispositif, on va voir après son contenu et son changement de nature, même si là, il est un petit peu déjà évoqué dans la slide. Quand s'applique ce nouveau dispositif? Je pense que c'est déjà une première question très importante parce qu'on va y venir après. Il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées par rapport à l'entretien professionnel, avec cet entretien de parcours professionnel. Tout est dans le mot parcours finalement. Cette temporalité, elle est, j'allais dire, un peu subtile. Quand vous regardez le dispositif légal, et plus précisément l'article 3 de la loi, on nous indique les éléments suivants. C'est-à-dire qu'en fait, en matière de date d'application de la loi, rien n'est mentionné. Je vais y revenir, sauf les points suivants. On nous dit que les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un accord concernant l'entretien professionnel, donc l'ancienne mouture, doivent engagent, dit le texte, une négociation en vue de réviser cet accord pour le rendre conforme
au nouveau dispositif. Premier élément qui est dans la loi. Deuxième élément, l'article nouveau, L6315-1, nouvelle version, c'est-à-dire avec l'entretien de parcours professionnel, s'applique à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs d'entreprise ou de branche en cours de validité à cette date, portant sur la périodicité des entretiens professionnels. Alors, je reprends un petit peu tout ça. Finalement, il y a deux idées dans ce que je viens de lire et de paraphraser. La première idée, ça concerne les accords de branche ou d'entreprise, c'est-à-dire de l'accord collectif. Il y a une obligation qui se déclenche de les mettre à jour, de mettre à jour tous les accords d'entreprise qui portaient sur l'entretien professionnel. Premier point qu'on nous dit. Deuxième point, s'il n'y a pas de mise à jour, de toute façon, les nouvelles dispositions s'appliquent au 1er octobre 2026 sur ces accords collectifs, donc de branche, c'est-à-dire de convention collective ou d'entreprise, uniquement sur la question de la périodicité des entretiens. Et j'insiste là-dessus. Et c'est tout ce qu'il y a dans la loi. C'est-à-dire, en fait, la loi traite de son timing d'application uniquement par le prisme des accords collectifs. Aucune autre disposition qui dirait, par exemple, de manière générale et globale, que le dispositif s'applique au 1er octobre 2026. De manière concrète, ça veut dire donc que le dispositif est déjà applicable depuis le 26 octobre 2025. Pourquoi cette date ? Parce que, par défaut, lorsque la loi ne traite pas de la question de sa propre application dans le temps, ça ressort de la Constitution, la loi s'applique le lendemain de sa publication au journal officiel, soit ici, le 26 octobre 2025. Donc, de manière très concrète et opérationnelle, dans toutes vos entreprises, le niveau dispositif est déjà applicable depuis un mois. Et l'entretien professionnel est mort depuis le 26 octobre 2025. Sauf, donc, si vous êtes couvert par un accord de branche ou par un accord d'entreprise que vous devez mettre à jour d'ici le 1er octobre 2026, et à défaut de l'avoir fait, si notamment ces accords prévoient, on y reviendra, une périodicité différente de celle de la loi qui était prévue pour les entretiens professionnels, eh bien les nouvelles règles de périodicité relatives à l'accord de parcours professionnel s'appliqueront au 1er octobre 2026. Elle est juste là, la subtilité, c'est-à-dire pour les entreprises finalement couvertes par un accord collectif. Pour toutes les autres, pour beaucoup d'autres donc, le dispositif nouveau est applicable depuis le 26 octobre 2020. Donc voilà un premier point quand même important. Ça signifie qu'il ne faut surtout pas tarder à mettre en œuvre, et on y reviendra de manière très concrète sur la mise en place des entretiens nouvelles moutures dans le détail desquels donc, je rentre tout de suite. Sur le fond, vous l'avez certainement tous déjà lu, on nous a changé la périodicité des entretiens. C'est souvent ce qui ressort de ce que l'on lit à droite à gauche, notamment sur Internet. En réalité, c'est le petit bout de la lorgnette. C'est-à-dire que, certes, j'y viens, on nous change la périodicité, mais le vrai point à retenir, c'est que la nature même, la logique même du dispositif change. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un toilettage de la logique et des modalités d'un entretien professionnel qui n'existe plus. On rentre dans une nouvelle ère avec un nouveau paradigme et un renforcement de ce qui est demandé aux entreprises. En réalité, cet entretien de parcours professionnel devient véritablement une espèce de colonne vertébrale, de fil rouge que l'entreprise doit assumer tout au long de la carrière du salarié, à défaut, j'y viendrai après, probablement d'engager sa responsabilité sur beaucoup de sujets. Puisque je viens sur le contenu, pêle-mêle finalement, on va au fur et à mesure des entretiens professionnels, et notamment de certains d'entre eux qui sont particuliers à la mi-carrière et aux 60 ans, on va traiter finalement à la fois de l'évolution des compétences, des transformations du métier dans l'entreprise, des perspectives internes pour le salarié, et même, je pense à l'entretien de mi-parcours, je vais y venir, la prévention de l'usure professionnelle, et puis les projets personnels du salarié pour son départ à la retraite, ça c'est pour l'entretien qui est autour de la 60e année.
Donc, on a véritablement ce fil rouge qui change, cette logique générale qui change, et ça, je pense que c'est très important à avoir en tête, puisque, j'y viendrai après, c'est probablement générateur de responsabilités nouvelles et d'arguments nouveaux en dommages et intérêts, notamment des salariés, s'il y a un manquement quelconque, mais j'y reviens tout à l'heure. Alors, que nous dit dans cette logique-là, désormais le texte? Alors, déjà, sur le rythme, vous l'avez sur la slide, qui le rappelle très bien. Vous avez donc l'obligation de faire un entretien de parcours professionnel pendant la première année, puis tous les 4 ans, avec un bilan tous les 8 ans, mais aussi à l'occasion de certains événements. Donc vous avez le retour de certains arrêts de travail, je les cite, congé maternité, congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé d'adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire, période d'activité à temps partiel, arrêt longue maladie, et aussi à l'issue d'un mandat syndical. Sauf, c'est quand même une nouveauté, si le salarié a bénéficié d'un entretien de parcours professionnel au cours des 12 mois précédant sa reprise d'activité. Donc ça, c'est à l'occasion de certains événements, malgré cette dernière limitation. Et puis, je les évoquais tout à l'heure, et ça, c'est totalement nouveau, et c'est justement ce qui participe à ce changement de nature de l'entretien de parcours professionnel par rapport à l'entretien professionnel. Vous avez l'obligation de les organiser autour de la visite médicale de mi-carrière. Plus précisément, le texte prévoit que l'entretien de parcours professionnel doit être organisé dans un délai de 2 mois à compter de la visite médicale de mi-carrière. Et autour des 60 ans, le texte prévoyant l'organisation d'un entretien de parcours professionnel au cours des 2 années précédant le 60e anniversaire du salarié. Et là, je m'arrête quelques minutes sur le contenu, puisqu'il y a un contenu général et un contenu spécifique pour ces 2 derniers entretiens de parcours professionnel. De manière générale, le texte prévoit qu'au cours d'un entretien de parcours professionnel, on traite des éléments suivants. Alors, je lis pour que les choses soient claires, mais je vais évidemment expliquer. Premier point, l'entretien doit aborder les compétences du salarié, les qualifications mobilisées dans son emploi actuel, ainsi, je vais y revenir, que leurs évolutions possibles au regard des transformations de l'entreprise. Deuxième point, sa situation et son parcours professionnel au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise. Troisième point, à ses besoins de formation, qu'ils soient ou non liés à l'activité professionnelle, à l'évolution de son emploi au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel. Quatrième point, à ses souhaits d'évolution professionnelle. Cinquième point, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte, que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Alors, si je reprends tout ça, déjà, il y a des points communs avec l'entretien professionnel. Donc, je les balaye rapidement parce que c'est très proche. On a à informer le salarié et à parler, à aborder le sujet de son compte personnel de formation. Ça n'est pas vraiment nouveau. Aussi le conseil en évolution professionnelle. Il y a quand même une nouveauté à ce point-là, retenez-la, c'est que désormais, il ne s'agit plus que d'informer le salarié sur ce droit à un conseil en évolution professionnelle, mais il peut obtenir l'intervention de ce conseiller pour préparer l'entretien professionnel et avec ceci, avec un financement de l'employeur. C'est quand même une nouveauté. Je veux par contre revenir plus précisément sur les autres points que j'évoquais. Quand je vous ai lu les thèmes qui doivent être abordés, donc compétences du salarié, situation, parcours professionnel, besoin de formation, évolution professionnelle, ce qui est synthétisé un peu dans la slide que vous avez sous les yeux, il y a un point commun dans les phrases que je viens de vous lire, c'est que tout cela doit être lu, doit être vu au regard de l'évolution possible des transformations de l'entreprise, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise, au regard des transformations de l'entreprise ou à un projet personnel. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'adaptation à l'évolution aussi de l'entreprise. Et c'est un point, je pense, important parce que ça traduit vraiment la nature. Ça veut dire que dans tous ces points-là, il y a un point commun. Vous devez utiliser l'entretien de parcours professionnel
comme cette fameuse colonne vertébrale qui va, vous, employeur et RH, vous permettre de démontrer que vous adaptez votre salarié, que vous remplissez cette obligation d'adaptation du salarié. Il y a en filigrane toujours cette notion, sur les 3 premiers points, c'est très flagrant, qu'on doit les analyser au regard, les aborder au regard de l'évolution possible dans l'entreprise. Je disais tout à l'heure, ça c'est le bloc commun. Mais il y a des ajouts pour 2 entretiens spécifiques, celui de mi-carrière et celui des 60 ans. Au cours de ces entretiens de parcours professionnel-là, vous devrez aborder les mêmes thèmes que ceux que je viens d'évoquer, mais vous devrez en rajouter. Donc, sur l'entretien de mi-carrière, le texte prévoit que sont abordés en plus, donc j'insiste, ce n'est pas à la place, c'est en plus des autres thèmes, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste, la prévention des situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité et de reconversion professionnelle du salarié. Je pense qu'il faut comprendre que le contexte de cet entretien de parcours professionnel de mi-carrière va s'inscrire dans le contexte de la visite médicale de mi-carrière. Visite médicale au cours de laquelle le médecin va pouvoir éventuellement, ce ne sera pas le cas pour tous les salariés, donner des préconisations, et notamment des préconisations d'aménagement, et peut-être des préconisations d'aménagement liées à l'usure au poste. Le texte le dit clairement, on doit aborder la prévention des situations d'usure professionnelle. Donc, là aussi, si je synthétise, si je prends la substantifique moelle de ce qui est écrit là, en fait, on nous demande d'aborder toute la question de l'état de santé du salarié par rapport à son poste. Et donc, non seulement d'avoir conscience de ce qu'il faudrait faire, et probablement donc de le mettre en œuvre. Même logique sur l'entretien des 60 ans, qui doit donc intervenir avant les 60 ans en réalité. Pareil, on nous ajoute donc des sujets. Pour cet entretien de parcours professionnel spécifique, les sujets ajoutés sont les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagement de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. En clair, tous les sujets qui peuvent traiter de près ou de loin de comment on va amener le salarié à sa retraite, et éventuellement par une retraite progressive, par un passage à temps partiel, peut-être par un aménagement de fin de carrière. C'est ce que doit contenir cet entretien professionnel spécifique dès 60 ans. Une fois qu'on a dit tout ça, je voudrais aborder la question des risques. Puisque... Alors, juste une question. Fabrice, oui. Pardon, je te coupe. Donc, mathématiquement, si mes calculs sont bons, on est à 3 trames différentes déjà sur le PP déjà de base. Entre celui de suivi, celui de suivi, le bilan, celui des 45 ans et celui des 60. Oui, et je dis au moins encore qu'effectivement, il y a celui au retour des congés, mais le contenu n'est pas différent du normal. Donc, donc tout ce qui est reprise après longue absence. Voilà. Encore qu'il y a une subtilité là-dedans, c'est celui du retour après un mandat syndical. Ok. Mais globalement, le contenu est le même par contre. Alors que pour les entretiens, pour faire très court, demi-carrière et de 60 ans, il y a des sujets en plus à aborder, comme je viens de le dire. Donc là, pour le coup, les trames seront effectivement différentes parce qu'elles seront complétées de ces sujets supplémentaires. Ok, très bien. Alors, je voulais effectivement aborder la question des risques. En fait, il y a 2 risques, je dirais, 2 natures de risques. Il y a le risque qu'on connaissait déjà. Je dirais presque que c'est un faux risque. C'est celui du CPF. C'est-à-dire, effectivement, si on ne respecte pas les règles, pour faire très court, vous pouvez risquer un abondement supplémentaire. Ça, c'est déjà connu pour l'entretien professionnel. Du coup, je vais très vite, je ne m'attarde pas. Par contre, dans tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent, il faut donc retenir, je le disais tout à l'heure, qu'il y a un changement de paradigme, de nature, et manifestement, la volonté a été de faire de l'entretien de parcours professionnel, ce que n'était pas l'entretien professionnel, un véritable outil pour pousser les entreprises à assumer leurs obligations et même à formaliser le suivi de leurs obligations dans plein de matières. L'évolution professionnelle, l'adaptation des compétences, même l'état de santé par rapport au poste au cours de l'entretien de mi-carrière,
la fin de carrière avec l'entretien post-temps. Donc, il y a plusieurs sujets qui touchent finalement à toute la relation de travail, à l'évolution. Et donc, derrière tout ça, en réalité, on peut voir poindre des obligations qui existent depuis très longtemps dans le Code du travail, mais qui du coup vont être traitées par ces entretiens. Et je dis exprès ces entretiens, c'est-à-dire à la fois il va y en avoir plusieurs dans la carrière du salarié, et à la fois il va y avoir des entretiens de nature différente, puisque comme je disais, les deux derniers ont des sujets complémentaires à traiter. En filigrane, donc, on voit poindre plusieurs obligations très importantes de l'employeur. L'obligation d'adaptation, je vais en parler tout à l'heure, qui est prévue clairement à l'article 63-21-1 du Code du travail. L'employeur doit assurer l'adaptation de son salarié à des postes. Ça a des implications. Si vous ne le faites pas, l'entreprise est susceptible de condamner à des dommages et intérêts. Si demain l'entreprise fait des licenciements économiques, on va vous dire, mais attendez, j'aurais pu être adapté à des nouveaux postes, si le licenciement économique est lié à des évolutions technologiques, par exemple. Donc, il y a plein de sujets derrière l'obligation d'adaptation. L'obligation de prévention des risques. On parlait de l'usure professionnelle tout à l'heure pour l'entretien de mi-carrière. Si effectivement on constate qu'il faut faire des aménagements, qu'il faut aider le salarié, notamment en aménageant son poste par rapport à l'évolution de son état de santé constaté par le médecin au cours de la visite de mi-carrière, si l'entreprise a ces informations-là, qu'elles sont même constatées au cours de l'entretien de parcours professionnel et que rien n'est fait derrière, il y a manifestement lieu à caractériser probablement une obligation de prévention au risque professionnel. Le défaut d'anticipation de la seconde partie de carrière peut également être évoqué. Et puis surtout, c'est un peu lié à ce que je viens de dire sur la prévention des risques, derrière, c'est en fait le manquement à l'obligation de sécurité générale qui pèse sur l'employeur, qui est inscrite au Code du travail. On sait que l'employeur a une obligation générale de sécurité, qui va même donc jusqu'à la sécurité psychologique. Donc on a essentiellement, si je synthétise, l'obligation d'adaptation et l'obligation de sécurité qui sont en jeu dans tout ce qu'on demande maintenant à l'employeur de formaliser. Donc ça veut dire concrètement que si vous ne tenez pas ces entretiens du tout, le CPF, certes, vous aurez abondé, mais c'est presque le plus petit problème. Si vous ne les tenez pas du tout, ou si vous les tenez mal, c'est-à-dire qu'effectivement, vous n'abordez pas les sujets, ou vous abordez les sujets, mais derrière les remontées d'informations qu'il y a, par exemple l'entretien de mi-carrière, il y a une problématique, il faut adapter le salarié, il faut adapter son poste, vous dit le médecin du travail, et rien n'est fait derrière. Eh bien, vraisemblablement, vous allez avoir une formalisation par le biais de ces entretiens de parcours professionnel et de leur compte-rendu, finalement, de vos manquements en tant qu'employeur. Donc, ça veut dire qu'il faut non seulement les mettre en œuvre, être extrêmement attentif à la formalisation, mais à double titre. C'est-à-dire, le titre le plus simple, c'est-à-dire à chaque entretien, il faut traiter ce que la loi nous dit qu'il faut traiter, et notamment les éléments complémentaires pour l'entretien de mi-carrière et l'entretien de 60 ans. Mais qu'est-ce qu'on met dans le contenu du document que l'on remplit? Parce que je ne vous l'ai pas dit, parce que c'était la même chose pour l'entretien professionnel, mais évidemment, la loi prévoit qu'à chaque fois, un document est fait et est remis obligatoirement au salarié. Donc, dans ce document, il va falloir être très attentif à ce que l'on remplit, ce que l'on écrit, et aux conséquences que l'on en tire. Je reviens sur mon exemple qui me paraît très typique. Si, au cours de l'entretien de parcours professionnel, on a des informations du médecin disant qu'il faut aménager le poste, ou il faut faire attention, par exemple, à ce que ce salarié ne fasse plus telle posture ou tel geste, vous allez le constater dans l'entretien de parcours professionnel, vous allez peut-être prendre des mesures et l'entreprise ne le fait pas en pratique. Vous allez fournir des arguments, dommages et intérêts aux salariés. Donc, il va y avoir aussi ce suivi de ce qui ressort des entretiens de parcours professionnel. Et tout cela, c'est sûr, j'ai terminé, tout ça, c'est justement lié à cette refonte de la logique et du contenu, l'entretien de parcours, et ce que devient l'entretien de parcours professionnel, qui est véritablement désormais la colonne vertébrale du suivi de la carrière du salarié et donc du suivi des responsabilités d'adaptation et de sécurité de l'employeur. Oui, Fabrice a énormément de questions. Je vais juste, il y en a une qui revient énormément et que je pense qu'il faut tout de suite répondre. Aujourd'hui, dans cette loi, est-ce qu'il y a une reprise de l'historique des entretiens professionnels déjà effectués? C'est la deuxième surprise, ça. Donc, on a eu la première surprise avec le fait que la loi est déjà applicable pour toutes les structures
qui n'ont pas fait d'accord. Et du coup, sur cette partie-là, je te laisse répondre, Fabrice. Est-ce qu'il y a une reprise des entretiens professionnels qui sont actuellement en cours pour pas mal de structures d'ailleurs? Alors, est-ce qu'on passe aux questions tout de suite? Non, alors je ne passe pas forcément aux questions, mais là, ce point-là, je pense qu'il faut l'éclaircir tout de suite. D'accord. Alors, je ne sais pas si je vais l'éclaircir. La loi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ne traite la question de son application dans le temps que par le prisme des accords collectifs. Point. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. Tu veux dire? Alors, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si je vais éclaircir la question. Ce qui veut dire que la loi ne nous donne pas de précision. C'est-à-dire la loi, par exemple, ne va pas dire que l'entretien professionnel qui a été fait moins de 6 mois avant l'application de la nouvelle loi est pris en compte pour la périodicité, etc. Il n'y a rien de tel dans la loi. Alors, je vais être un petit peu réservé là-dessus parce que c'est tellement jeune qu'on n'a évidemment ni de retour de jurisprudence, ni même, je dirais que les analyses ne se sont pas véritablement décantées. Moi, je retiens quand même un point, c'est que la loi est applicable à partir du 26 octobre 2025. 2025. Et que rien, c'est pour ça que je commençais par là, ne m'indique dans le texte de la loi des modalités particulières qui tendraient à tenir compte des entretiens professionnels déjà intervenus. Donc, comme je le disais, je suis très réservé parce que j'ignore si demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, la Cour de cassation dira des choses différentes par rapport au contentieux qu'il pourra y avoir. Mais tel quel, le texte ne précisant rien, logiquement, il faut considérer que le texte s'applique d'entrée tout de suite. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous embauchez quelqu'un aujourd'hui, vous allez évidemment rentrer dans le dispositif d'entrée de jeu et devoir lui faire le premier entretien par professionnel au cours de la première année. Et pour les salariés qui ont déjà eu des entretiens professionnels, moi j'ai envie de dire, la loi s'applique depuis le 26 octobre 2025. Donc par conséquent, le rythme des 4 ans n'est applicable qu'à partir du 1er octobre 2025. Et donc, c'est à partir du 26 octobre 2025 que les 4 ans commencent à se décompter. Donc on prend pour les salariés qui sont déjà là. Voilà, c'est comme ça que je pense qu'on peut le lire, en disant de toute façon, vous ne pouvez pas m'opposer une obligation de périodicité tous les 4 ans, les nouvelles règles de périodicité, tant que la loi n'était pas applicable. Et effectivement, cette loi n'est applicable qu'à partir du 26 octobre 2025. Donc, ça n'est qu'à partir de cette date-là que ce décompte commence à se mettre en route. Je pense que c'est une lecture qui se tient totalement, mais comme je viens de le dire, en l'absence totale de précision du texte, c'est une lecture qui est, me semble-t-il, cohérente par rapport aux principes généraux du droit. Voilà. Mais ça restera à voir. Donc pour moi il faut se mettre à jour. Extrêmement concret, Fabrice. Oui. Là, j'ai des personnes qui me disent mon salarié, il vient de faire son entretien professionnel là, il y a 6 mois. Il a plus de 4 ans d'ancienneté dans la structure. On est d'accord que là, il faut qu'il fasse un parcours pro. Pas forcément en urgence. Puisque, comme je viens de le dire... Pas forcément en urgence, mais on est d'accord qu'on ne va pas... Si votre salarié il a passé son entretien pro le 1er juillet, ne partez pas du principe que c'est le 1er juillet plus 4. C'est sa date d'entrée plus 4. On fait table rase pour être safe. C'est toute l'interprétation qu'on peut avoir. Moi, ce que j'étais en train de dire quand même, c'est que néanmoins, ce rythme de 4 ans n'est applicable qu'à partir du 26 octobre 2025. Bon. Après, effectivement, par sécurité, si tu pars dans ton exemple de juillet, je crois que tu évoquais juillet, voilà. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, si tu comptes les 4 ans à partir de juillet, tu ne peux pas être en tort, puisque cette nouvelle règle applicable, elle s'applique à partir du 26 octobre 2025. Donc, on est bon. C'est là où je dis, il ne faut pas se précipiter en termes de rythme. Il faut le mettre en œuvre, certes, mais on a quand même, je pense qu'il faut aussi ne pas le perdre de vue, on a un contenu qui est plus compliqué,
qui donc derrière implique les obligations d'adaptation, etc., qui est plus détaillé, parce qu'il n'était pas du tout avant dans le texte de l'entretien professionnel. Mais par contre, on a quand même un rythme qui s'est élargi. On a des entretiens en plus, mi-parcours 60 ans, mais on a quand même un rythme de base qui s'est élargi. Donc je pense que ça n'est pas pour venir nous sanctionner sur cette question-là. Les entreprises gagnent du temps entre deux entretiens. Au contraire. Alors moi, j'ai une question opérationnelle, puisqu'en fait, on avait tous en tête le 1er octobre 2026. Donc je pense à... Enfin, moi, j'ai des cas. Moi, je suis couvert par un accord d'entreprise. Donc, voilà. Mais pour les entreprises qui n'ont pas d'accord d'entreprise et qui, donc du coup, ont la loi applicable au 26 octobre, depuis le 26 octobre 2025, et qui ont des entretiens professionnels qui sont programmés, là, par exemple, au mois de novembre-décembre. Est-ce qu'elles doivent les annuler et attendre la loi, ou pour celles qui ont déjà fait des entretiens professionnels au mois de novembre, elles vont partir de 4 ans à partir de ce 26 octobre 2025, et auquel cas on pourrait venir leur reprocher de ne pas avoir fait l'entretien des 4 ans et d'avoir pris en considération l'entretien professionnel des 3 ans, ou des 2 ans, pardon. Si je pars de l'hypothèse d'entreprises qui ont programmé des entretiens professionnels, et entre-temps, il y a la loi, ça sous-entend qu'elles étaient dans le rythme pour faire les entretiens professionnels. Bon. Par sécurité, compte tenu de tout ce que je viens de dire sur finalement le fait que le texte n'est pas clair, je pense qu'il faut être un petit peu précautionneux, c'est-à-dire ne pas remettre trop les entretiens, mais par contre les transformer. C'est-à-dire, ce qui est certain, c'est que par contre, la loi s'applique désormais depuis le 26 octobre 2025, tout le contenu que j'évoquais est désormais applicable. En fait, aujourd'hui, l'entretien professionnel n'existe plus. Je pense qu'il faut peut-être le prendre comme ça. Donc, si tu as convoqué un salarié pour le mois de décembre, pour son entretien professionnel, l'entretien professionnel n'existe plus. Donc, à la rigueur, il faut refaire une convocation en disant il y a une évolution légale, désormais, je vous convoque à un entretien de parcours professionnel et se rentrer dans le nouveau dispositif en matière de contenu, parce que celui-ci, il est déjà applicable depuis un mois. Je pense que c'est la meilleure manière de faire. Ça ne sert à rien de décaler, parce qu'à un moment, il va falloir le faire. C'était prévu, parce qu'il y a aussi un côté RH, malgré tout, même si c'est une obligation légale, donc tenir l'entretien, mais du coup, ça devient un entretien de parcours professionnel, nouvelle mouture, avec nouveau contenu. Ok. Je pense qu'il y a un point qui est important aussi, Fabrice, c'est de dire que cet entretien, ce n'est pas un entretien individuel, c'est un entretien qui est cadré par la loi et qui, du coup, a un contenu spécifique, doit être signé. Vous ne pouvez pas ajouter ces questions dans votre entretien individuel et dire « j'ai fait le travail ». Ça ne marchera pas. Ça n'a rien à voir, effectivement. J'ai vu des questions passer là-dessus. D'accord. L'entretien de parcours professionnel est vraiment un entretien séparé qui amène une signature du côté collaborateur et du manager sur des items particuliers à une temporalité particulière. Alors, Chloé, si tu le permets, je vais même préciser ça. Effectivement, oui. Je ne l'ai pas dit parce que c'est vrai que ça n'est pas d'une nouveauté. Voilà. Mais effectivement, ça ne va pas sans dire pour autant. Je m'explique. Déjà, pour l'entretien professionnel, c'était dit dans la loi. Et c'est redit dans la loi de nouveau. Mais ça n'est pas une nouveauté, donc c'est vrai que ce n'est pas ce que j'ai exposé. Mais ça mérite de le dire. Le nouveau texte, comme l'ancien, disent la même chose, c'est-à-dire que l'entretien à l'époque professionnelle, désormais l'entretien de parcours professionnel, et du coin de l'œil, je lis le texte, ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l'employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction d'entreprise et se déroule pendant un temps de travail. Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié. Ça n'est pas un entretien d'évaluation du salarié. C'est dit dans la loi. Donc, ça veut dire que c'est un entretien à part, qui ne doit avoir aucun rapport avec l'évaluation du salarié. C'est effectivement très important. L'évaluation du salarié, en fait, ça n'est pas dans la loi. C'est une pratique de ressources humaines qu'on comprend, mais ça n'est pas une obligation légale. À l'inverse de l'entretien désormais de parcours professionnel, qui est une obligation légale, qui doit être respectée et dont le contenu est réglementé. Donc ça, c'est effectivement une idée très importante. Ça veut dire formellement que ce ne sont pas les mêmes entretiens, que ce ne sont pas les mêmes documents, qu'on ne dit pas la même chose. Et donc, la loi disant bien que ce n'est pas un entretien d'évaluation, bien évidemment qu'il ne faut pas laisser trace du tout dans un compte-rendu d'entretien de parcours professionnel d'une quelconque évaluation du salarié. Ça serait contraire à la loi. Donc effectivement, c'est une idée importante qui n'est pas nouvelle en fait. C'était exactement la même chose pour l'entretien professionnel.
Mais ce sont deux choses différentes, diamétralement différentes. L'entretien de parcours professionnel, c'est une motion légale avec tout ce contenu que je viens d'expliquer et une logique qui est non pas d'évaluer le salarié, mais de suivre son parcours et son évolution dans l'entreprise. Alors, on va avancer sur vos questions. Avant juste d'avancer sur vos questions, on va juste sur la partie risque répondre à une question que j'ai vue passer, notamment sur l'abondement du CPF, puisque tu as parlé, Fabrice, du fait que si jamais on ne les faisait pas, l'entreprise pouvait être condamnée à abonder le CPF. Une question a été posée sur est-ce que l'abondement du CPF, en cas de condamnation, entre guillemets, se fait, c'est aussi un risque pour les entreprises de moins de 50 salariés? Non. Est-ce que c'est pour toutes les entreprises ou c'est juste les entreprises qui sont soumises à l'abondement du CPF des collaborateurs, c'est-à-dire les entreprises de plus de 50 salariés? Non, le seuil de 50 salariés est applicable. Le seuil de 50 salariés est applicable. J'en profite d'ailleurs peut-être je l'évoquais tout à l'heure, mais peut-être un autre point qui est dans la loi que je précise, c'est pour les entreprises de moins de 300. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'intervention du conseil en évolution professionnelle, pardon, je cherchais le terme. Pour l'entretien professionnel, l'employeur avait juste à informer, ça devait être formalisé, à informer le salarié de son droit à se faire assister par ce conseiller. Désormais, dans une entreprise de moins de 300 salariés, donc ça concernait quand même un certain nombre d'entreprises, le salarié peut, dit la loi, pour la préparation de l'entretien de parcours professionnel, bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle. Donc c'est important, ça veut dire que dans la formalisation de l'information du salarié, de préparation de l'entretien, on va lui rappeler ce droit-là, donc ça va être formalisé dans une entreprise de moins de 300. Voilà, comme on parlait du seuil de 50, ça me fait penser à ça. C'est vrai que c'est un élément que j'avais omis de présenter. Ok, alors, on va prendre les questions. Et puis, alors, on a beaucoup de questions sur le contenu. Voilà, parce que je pense que tu vas répondre à la question du contenu. Exactement. Il y a énormément de questions sur la partie modèle, etc. Donc, nous, on va quand même vous proposer plusieurs outils. On ne vous laisse pas dans cette situation. On sait qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont évoluer et vous allez avoir besoin de support. Donc, nous, chez QuickMS, on propose un outil qui s'appelle Crew, qui permet de faire de la gestion d'entretien professionnel, où on a des campagnes complètement automatiques. C'est-à-dire que dès la création de votre compte sur Crew, on automatise tout. C'est-à-dire qu'on crée vos campagnes de 1 an, 4 ans, 8 ans, etc. Et tout va tourner sans que vous fassiez absolument rien. Donc, c'est-à-dire que ça va se renouveler dans le temps automatiquement. C'est quelque chose qui peut être personnalisé. Si vous avez des accords et que vous réduisez les temporalités de 4 à 8, par exemple, j'ai vu qu'il y a quelqu'un, par exemple, qui le fait tous les ans. OK, il doit y avoir un accord derrière. Si votre accord fait tous les ans, on pourra aussi le paramétrer dans le coup. Et dans cet outil, on va également pouvoir vous proposer ces trames d'entretien qui vont être construites du coup avec Fabrice et le cabinet Capstan pour avoir vraiment des trames les plus complètes possibles qui vont être vraiment liées aux obligations réglementaires. Et après, vous pourrez les personnaliser parce qu'on est bien d'accord qu'on va vous proposer des trames les plus complètes. Un exemple spécifique, si vous n'avez pas de syndicat, la question sur les syndicats ne va pas être pertinente, par exemple. Mais en tout cas, on vous proposera des trames complètes sur tous les entretiens qui sont prévus. Vous aurez aussi la possibilité de les télécharger sur notre blog. On a un blog QuickMS qui est un blog RH où elles seront disponibles. Et surtout, on va vous permettre également, si vous le souhaitez, de découvrir un petit peu Crew et ce qu'on peut faire sur cet outil, notamment sur la partie automatisation, lors d'une session que j'ai bien mis en dessous, qui aura lieu le 9 décembre, où là, on va vous montrer à quel point, en fait, nous, on va gérer intégralement vos obligations réglementaires sur la partie entretien professionnel. Donc, je vous mets le lien ici pour vous inscrire si vous souhaitez participer à ce webinaire de démo et voir vraiment comment tout est automatisé sur l'outil et personnalisable en fonction des trames qu'on vous proposera. Et après, il y a Fabrice aussi qui pourra vous apporter des conseils. Donc, Fabrice, si tu veux un petit peu présenter. Oui, je veux bien parce qu'à la fois, je vais présenter ce que l'on peut apporter et par ce prisme-là, dire quelque chose de la loi que je n'ai pas encore dite. Donc, je disais qu'Abstan, c'est un cabinet de conseil en droit du travail, nous ne faisons que ça. Donc, il y a certes le sujet dont on parle aujourd'hui, mais plus globalement, si vous avez besoin d'un accompagnement, sachez que le cabinet peut être là.
Vous avez effectivement un email dans le cadre de notre partenariat avec QuickMS, qui est quickms@capstan.fr, qui nous permet de tracer les questions qui peuvent effectivement venir du fait des webinaires qu'on a pu faire ensemble. S'il s'agit ici, si vous le souhaitez, d'une intervention du cabinet Capstan pour personnaliser les réponses dans votre entreprise, faire une analyse, vous conseiller véritablement sur votre dossier dans le cadre d'une intervention du cabinet, vous pouvez me contacter avec cet email. Et aussi la plateforme d'abonnement. Alors, je vais peut-être tout à l'heure, j'ai du mal à faire deux choses en même temps, mettre le lien aussi dans le chat. En fait, nous fonctionnons beaucoup par abonnement. Je tiens beaucoup à cette méthode parce qu'elle nous permet de bien connaître les entreprises, de les conseiller, d'être fort de propositions pour mettre les bons cadres juridiques et pas juste de répondre en pompier souvent à la question qu'on nous pose. Cette méthode est une vraie bonne méthode de travail en droit du travail en particulier. Sur cette plateforme, vous pouvez aller en fonction de quelques questions, 4 ou 5 questions auxquelles vous répondez sur votre effectif, sur la représentation du personnel par exemple, évaluer, voire même souscrire directement si vous le souhaitez, ou en tout cas prendre contact avec le cabinet, un abonnement au cabinet. Dans ce cadre-là, je reviens sur la loi pour faire le lien. Là où nous pouvons vous accompagner notamment, la loi renvoie aux accords collectifs la possibilité de créer des aménagements par rapport à tout ce que j'ai dit sur l'entretien de parcours professionnel. Donc, ça peut être un champ de négociation aussi dans vos entreprises, avec les organisations syndicales ou avec le CSE, par exemple, selon la taille et les conditions de représentation du personnel de votre entreprise. Le texte de la loi prévoit en effet qu'un accord d'entreprise ou à défaut de branche, mais donc ça peut être un accord d'entreprise, peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Donc, sous-entendu, différent de ce que prévoit la loi. Un premier sujet qui peut être un champ de négociation. Un accord collectif peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnées au 1 ou 3 du présent article. Alors, concrètement, de quoi on parle ? Tous les 8 ans, vous devez faire un bilan. Pendant ce bilan, vous devez traiter du suivi au moins d'une action de formation. Deuxième point, de acquis des éléments de certification par la formation. Troisième point, voir si le salarié a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Un accord d'entreprise peut remodeler tout ça. Et un accord peut aussi gérer la périodicité des accords. Par contre, avec une nouveauté par rapport à l'entretien professionnel, c'est que pour l'entretien de parcours professionnel, l'accord d'entreprise peut modifier la périodicité, mais dans la limite de 4 ans. Mais vous pourriez très bien, dans le cadre d'une négociation globale, décider que vous allez faire des entretiens tous les 3 ans, par exemple, et non pas tous les 4 ans. Parce qu'en contrepartie, vous allez négocier autre chose avec vos organisations syndicales. En tout cas, la loi vous permet sur ces sujets-là, donc périodicité, le contenu de l'entretien de bilan tous les 8 ans et les critères d'appréciation pour l'abondement, de remodeler les règles légales par accord collectif. Alors, réfléchir à l'opportunité de le faire, comment aborder ces négociations, rédiger ce type d'accord, c'est un des sujets sur lesquels le cabinet peut vous accompagner. Mais donc, sachez que la loi vous permet cette marge de manœuvre et de négociation par accord collectif. Donc avant, sur l'entretien professionnel, qui était tous les 2 ans avec un bilan à 6 ans, on pouvait augmenter le temps, comme ce qu'on a fait chez QuickMS, on a fait un accord d'entreprise pour un accord à 3 ans et un bilan à 6. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire, sauf si c'est pour réduire. Et alors, je te pose une question, Fabrice, qui est posée, c'est qu'il y en a qui mettent dans les contrats de travail de leurs collaborateurs, comme quoi ils vont bénéficier d'un entretien professionnel tous les 2 ans. Qu'est-ce qui se passe pour ces entreprises qui l'ont inclus dans le contrat de travail? Est-ce qu'ils doivent faire un avenant au contrat de travail? Bonne question. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont pris le parti de l'intégrer au contrat de travail en se disant il y a une obligation dans la loi, c'était dans le texte de l'accord professionnel, c'est aussi dans le texte pour l'accord de parcours professionnel qui nous dit par exemple, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant l'embauche, etc., etc. Et donc beaucoup d'entreprises ont dit, moi je le mets dans les contrats de travail, comme ça je suis sûr que l'information est donnée. Ce n'est pas forcément une bonne pratique. Alors de là à dire qu'il faudrait faire un avenant au contrat de travail, je ne le crois pas parce que c'est faire finalement référence à un dispositif légal qui n'existe plus. Alors, ça voudrait dire qu'un conseil de prud'homme serait convaincu par l'argument d'un salarié qui dirait
parce que c'est dans mon contrat de travail, ça va continuer à s'appliquer, même si le dispositif légal ne s'applique plus. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Je ne suis pas convaincu que ce soit suivi. Donc, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une utilité majeure à faire une campagne d'avenant pour ça, pour ce sujet-là. Par contre, ça peut être intéressant de faire une campagne d'information et de tracer qu'on a informé les salariés. Et de la même manière, à l'embauche, ne reprenez pas le même pli, de mon point de vue, d'intégrer cette information que la loi vous demande de faire sur l'entretien de parcours professionnel. Ne l'intégrez pas forcément au contrat de travail. Lorsqu'on embauche quelqu'un, on va signer le contrat de travail, certes, mais on peut très bien faire un document à part en indiquant que par application, on rappelle les dispositions de l'article L6315-1 et que dans ce cadre-là, on informe le salarié qu'il bénéficiera d'un parcours professionnel, etc. Et comme ça, on ne se posera pas demain, si le dispositif rechange encore, la question de savoir s'il faut faire des avenants. Donc, pas forcément se précipiter, ça ne me paraît pas non plus majeur, mais ne pas forcément retenir pour l'entretien de parcours professionnel la même forme. Vous n'êtes pas obligé de même dans le contrat de travail. Par contre, il faut une information. Vous êtes par contre obligé de formaliser cette information pour pouvoir prouver que vous l'avez faite. Ok, j'essaie de... J'ai une dernière question qui a un intérêt aussi, Fabrice. C'est, imaginons le collaborateur refuse cet entretien et ne souhaite pas faire ces entretiens, ne met pas cette énergie à faire les entretiens. Parce qu'on en a beaucoup plus maintenant, du coup. Alors, on en a beaucoup plus, et comme je l'ai expliqué, alors on en a beaucoup plus. Ça dépend de quel point de vue on se place. Le rythme a été élargi, mais ce rythme peut être réduit par accord d'entreprise, donc ça peut être compensé par accord d'entreprise. Mais par contre, on en a plus en termes de nature avec mi-carrière et 60 ans. Globalement, quoi qu'il en soit, c'était déjà un sujet qui se posait pour les accords professionnels, mais je pense que là, il va se poser avec plus d'intérêt, parce que, je disais tout à l'heure, si l'entreprise ne remplit pas ses obligations, derrière, le salarié va probablement aller chercher des manquements à l'obligation d'adaptation et à l'obligation de sécurité. Je l'évoquais tout à l'heure. Donc, si je le dis à contrario, ça veut dire que l'entreprise a tout intérêt à bien formaliser tout ça pour démontrer qu'elle a rempli ses obligations d'adaptation et obligations de sécurité. Et donc, si le salarié ne vient pas, par exemple, ne répond pas aux convocations, ne participe pas aux entretiens, ça veut dire qu'il va y avoir quelque part un manque. Donc, je pense que les entreprises doivent traiter ces situations. Alors, quand je dis traiter, et ne pas les laisser mourir, je dirais, ne pas s'en désintéresser, en disant bon, il n'est pas venu, tant pis pour lui. Non. Derrière, il y a vos obligations d'employeur. Donc, je pense que déjà, il faudra reconvoquer immédiatement en attirant l'attention du salarié sur le caractère impératif de participer, pour commencer par là. Et si effectivement la situation perdure, je pense qu'il faudra... Alors, c'est du cas par cas, parce qu'il faut analyser au cas par cas, mais il faudra se poser la question de la sanction du salarié. De la même manière, on peut faire un parallèle d'un salarié qui n'irait pas à la visite médicale, par exemple. Il est sanctionnable. Donc, c'est une obligation légale. Et pourquoi faire tout ça? Parce que si on se projette dans de futurs contentieux où le salarié dirait manquement à l'obligation d'adaptation, manquement à l'obligation de sécurité, si nous avons les preuves au dossier qu'on l'a convoqué une première fois, on l'a convoqué une deuxième fois, on l'a même sanctionné éventuellement parce qu'il ne veut pas faire les entretiens, bref, que l'employeur peut démontrer qu'il a tout fait pour que les entretiens se tiennent, eh bien, je pense qu'on aura un dossier qui sera totalement défendable, là où il ne le serait pas si on ne l'a pas fait. Donc, ne pas laisser pourrir ces situations-là, ne pas être sans réaction, mais au contraire, les traiter. Alors, je pense que tu as déjà répondu à cette question. Il y a juste une petite précision sur l'entretien de mi-carrière qui dépend de la visite médicale. Est-ce qu'il vaut mieux faire l'entretien après la visite médicale ou en fait la loi impose de le faire dans les 2 mois des 45 ans et donc si la visite médicale a lieu 3 mois après, il faut quand même faire l'entretien dans les 2 mois qui suivent l'âge des 45 ans du salarié. Le texte de la loi prévoit que l'entretien de parcours professionnel est postérieur, parce qu'on nous dit qu'il intervient dans un délai de 2 mois à compter de la visite médicale de mi-carrière. Ah, okay. Donc, c'est visite médicale et dans les 2 mois, entretien de parcours professionnel. Ok. Bon, voilà.
Il y a un point qui revient aussi, Fabrice, mais dont on a parlé en off juste avant parce qu'il concerne également QuickMS, donc c'est assez pertinent. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont notamment des accords de branche de 3 ans et qui disent qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends que ma branche fasse quelque chose? Et en attendant, qu'est-ce que je fais? Donc jusque-là, est-ce qu'on garde la temporalité de 3 ans en attendant que la branche renégocie? Est-ce que je passe sur 4 ans? Qu'est-ce que je fais? Ah oui, question assez épineuse. Alors, si on reprend le texte de la loi, je le disais tout à l'heure, la loi n'a traité l'application dans le temps d'elle-même, de la loi, que par le prisme des accords collectifs. Avec 2 points, je le disais tout à l'heure. Premier point, c'est une obligation d'engager des négociations. Deuxième point, que les nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs en cours de validité à cette date, portant sur la périodicité des entretiens professionnels. Il en ressort que si vous êtes couvert par un accord collectif, pour l'instant, il reste applicable. Mais les parties ont une obligation de négociation. Donc la périodicité reste applicable. Les parties, quand je dis les parties, c'est autant, puisque le texte parle des deux, les parties à la branche, donc au niveau de votre convention collective, les organisations syndicales, patronales et salariées, que dans l'entreprise, vous-même, si vous avez un accord d'entreprise. Vous devez rentrer en négociation. Et si, au bout de la négociation, au 1er octobre 2026, ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas soit de nouvel accord, ça n'a pas abouti, alors ça va tomber. Plus précisément, j'allais dire ça va tomber, ce n'est pas exactement ça. C'est plus précisément, la loi nous dit que le nouvel article, dans sa rédaction nouvelle, s'applique à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs portant sur la périodicité des entretiens professionnels. C'est vraiment portant sur la périodicité. Donc, là aussi, je suis un peu réservé parce qu'on va voir un peu, tout cela va se décanter devant les juges. Mais de prime abord, ce qu'il faut en comprendre, c'est que si vous n'avez pas négocié, par exemple, un accord de branche ou d'entreprise qui dit c'est tous les 3 ans. Si vous n'avez pas négocié un nouvel accord, si on applique demain, au 1er octobre 2026, les règles nouvelles, cette périodicité peut rester valable. Puisque la nouvelle loi nous dit c'est tous les 4 ans. On peut changer sa périodicité, mais dans la limite de 4 ans. Donc un accord qui l'a posé à 3 ans peut rester valable. Par contre, si votre accord d'entreprise prévoyait tous les 5 ans, il va tomber, puisque la nouvelle règle nous dit que c'est dans la limite de 4 ans. Donc un accord d'entreprise qui aurait prévu une périodicité tous les 5 ans ne pourra plus s'appliquer demain. Donc vous voyez, ça va être une analyse au cas par cas, parce que quand on dit au 1er octobre, ça va s'appliquer aux accords, on peut estimer que ça va s'appliquer comme ça aux accords. Voilà. Mais encore une fois, je suis un petit peu réservé parce que la loi est jeune et on n'a pas du tout, par définition, de retour d'expérience de l'appréciation des juges. Mais logiquement, ça devrait être ça. Alors moi, j'ai une question sur la méthodologie. Donc, il y en a qui font donc, les entretiens de façon dématérialisée. Donc, je m'explique. C'est via un outil externe. Donc, c'est une question de Jennifer. Donc, en fait, le formulaire est envoyé. Le collaborateur remplit l'entretien de son côté. Puis, côté employeur, on remplit l'entretien de son côté. Et ensuite, c'est signé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu n'as un rendez-vous ou un échange. Est-ce que ça répond aux obligations de la nouvelle loi, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se contenter de, dans un outil de dématérialisation, de répondre aux questions de chacun de son côté et de ne pas avoir de vrais rendez-vous, de vraies rencontres? Je ne le crois pas. La loi ne va pas dire l'entretien peut être dématérialisé, etc. Ce n'est pas du tout traité. Est-ce que ça peut être fait en visioconférence, par exemple? Mais c'est un échange. Et ce n'est pas qu'un échange épistolaire, je dirais, même si c'est fait de manière digitale. Logiquement, il doit y avoir un entretien. Donc, une dématérialisation de l'outil, oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne va plus graver les choses dans le marbre, on va le faire de manière dématérialisée, digitale et par des logiciels. Et Crew en est un très bon exemple. D'accord, mais il ne faut pas confondre ça et l'absence totale d'entretien. Attention. Parce que derrière, on peut imaginer même des arguments. Le salarié peut très bien dire, en réalité, il n'y a pas eu d'entretien.
Et ça ne sera pas totalement faux d'ailleurs. Il n'y aura pas eu d'entretien. Il y a cette notion d'échange, d'explication. Donc, de mon point de vue, cette méthode-là ne correspond pas à la loi. Attention. Alors, sur la dématérialisation, je prends très rapidement la question de Bruno. Il y a des outils pour. Aujourd'hui, la question de Bruno, c'était comment on fait pour des salariés qui sont sur plusieurs sites ou des postes de nuit, etc. Vous avez plein d'outils pour dématérialiser ces échanges. Un Crew en fait partie. Nous, on touche des populations qui n'ont pas accès à des outils informatiques ou très peu. On est complètement responsive, donc c'est sur smartphone, téléphone et tablette. Voilà, il y a plein d'outils et tout peut se faire vraiment en dématérialisé, mais avec des échanges, c'est-à-dire que chacun remplit sa partie, on rebondit sur ce que met l'autre, on partage les informations. Voilà. Donc, et ça, c'est important. En fait, il ne faut quand même pas omettre dans tout ça qu'il doit y avoir un entretien. Voilà. Encore une fois, il ne faut pas confondre la manière dont on va le formaliser de manière digitale, ça, ce n'est pas un problème. On est quand même au XXIe siècle. Mais par contre, ça reste un entretien. Alors, il y avait d'autres questions. Ouais, on est en train d'y répondre au fur et à mesure. N'hésitez pas à regarder aussi les questions. Alors, je vois notamment, j'essaie un peu de regarder du coin de l'œil, je vois le coût, etc. Je pense qu'à la rigueur, le coût permettra de répondre oui, à moindre coût. Par contre, ce qui est certain, je pense que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de seuil d'application. Oui. Ça veut dire que c'est à partir du premier salarié. Oui, tout à fait. Seuls les risques diffèrent. Voilà. Et je pense que c'est très important de l'intégrer, ça. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Cet entretien de parcours professionnel devient la colonne vertébrale des obligations de l'employeur à l'égard du salarié sur la gestion de sa carrière. Et même au niveau de la gestion de son état de santé, de son adaptation au poste, etc. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. On a changé de nature. Je l'ai dit plusieurs fois, je le répète. Pourquoi je le dis? Parce que je vais faire une comparaison avec le document unique d'évaluation des risques. Le document unique d'évaluation des risques, c'est une obligation que le législateur a voulu imposer à toutes les entreprises en disant qu'on est un salarié, qu'on en est 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, l'employeur est quand même responsable de la sécurité, quoi qu'il en soit. Donc, il doit faire cette évaluation des risques. Il n'y a pas de seuil. Un salarié, on le fait. Je pense que c'est la même logique. Quel que soit l'effectif de l'entreprise, on a voulu imposer ça. Donc, oui, c'est probablement plus lourd à gérer pour une entreprise plus petite qu'une entreprise plus grande, plus structurée, etc. Mais vous serez attaqué, si j'ose dire, sur les obligations que j'évoquais d'adaptation, de sécurité, etc. Si vous n'avez pas traité correctement, enfin, il peut y avoir pour d'autres raisons, mais là, aujourd'hui, on parle des entretiens de parcours professionnel. Si vous n'avez pas traité les entretiens de parcours professionnel, vous le serez comme si vous étiez une très, très grande entreprise. Donc, je pense qu'il faut se lever de la tête, ces éléments-là. C'est applicable aux premiers salariés et c'est toute la logique qu'a voulu retenir le législateur. Fabrice, on a une autre question. Est-ce qu'il est attendu un décret sur cette loi? Non, elle est applicable. Il pourrait peut-être y avoir, et encore j'en suis même pas tout à fait sûr, des détails, mais globalement, tout ce que je vous ai expliqué est dans le texte du Code du travail, le texte législatif, et se suffit à lui-même. Donc c'est applicable depuis le 26 octobre 2025. Okay. Alors là, on commence à avoir des questions concernant ceux surtout qui ont des accords. Donc ceux qui ont des accords qui sont actuellement en vigueur, notamment QTMS. Donc on a Marine qui demande s'ils doivent mettre en place les entretiens de mi-carrière et de fin de carrière dès maintenant ou attendre le nouvel accord, la renégociation, j'imagine, de leur accord. Oui, parce que ces entretiens-là ne faisaient absolument pas partie de l'ancien dispositif. Non, bien sûr. Alors, la loi dit que les branches comme les entreprises doivent engager des négociations. Moi, je pense, et je le dis comme ça exprès, parce que, encore une fois, je n'ai pas de recul et donc de certitude sur des points de cette nature-là fort nécessaires à traiter, mais pour lesquels, pour autant, on n'a pas d'explication claire dans la loi.
Je pense que c'est une notion de gestion du risque. Je m'explique. C'est-à-dire que, et c'est là où d'ailleurs j'ai invité à prendre contact avec le cabinet pour des interventions plus fines, parce que là il faut analyser et les choix peuvent être différents d'une entreprise à une autre. Quand vous lisez le texte dit les entreprises ou les branches engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article. Effectivement, si vous avez un accord d'entreprise qui traite de l'entretien professionnel, ancienne mouture, pas que sur la périodicité d'ailleurs, sur le contenu, etc., bah, par définition, il est plus à jour. Est-ce que ce terme-là de la loi écarte l'application de tout le reste de la loi? J'en suis pas du tout sûr. D'autant plus qu'il y a le deuxième point. Le deuxième point, c'est de nous dire que le nouvel article, dans sa rédaction nouvelle, s'applique à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs et de branche en cours de validité portant sur la périodicité des entretiens professionnels. Cette petit bout de phrase me laisse penser que ce qui va s'appliquer au 1er octobre 2026 et qui ne s'applique pas donc en attendant, c'est que ce qui concerne la périodicité des entretiens professionnels. Mais par exemple, pas leur contenu et par exemple, pas l'obligation de faire les entretiens de mi-carrière. C'est en tout cas une logique, c'est en tout cas comme ça que je comprends le texte aujourd'hui, encore une fois, sans aucun recul de jurisprudence. Et donc, de manière précautionneuse, je pense qu'il faudrait le faire. Il faudrait le faire en fonction de la loi. Parce que la loi, encore une fois, décale au 1er octobre 2026 en disant vous devez renégocier pour mettre à jour d'ici là les accords collectifs, mais que la question de la périodicité des entretiens professionnels. Il y a ce bout de phrase portant sur la périodicité des entretiens professionnels. Donc je pense que ce n'est pas pour rien qu'on nous a mis ce bout de phrase-là. Donc concrètement, d'une manière opérationnelle, par précaution, peut-être qu'un jour, une explication de l'administration ou de la Cour de cassation dira des choses différentes, mais en attendant, moi par sécurité, je pense qu'il faut partir du principe qu'il y a cette interprétation stricte qui pourrait jouer, et que donc c'est que la périodicité qui continuera à s'appliquer jusqu'au 1er octobre 2026, mais pas le reste, et que donc sur le contenu et sur notamment ces entretiens de mi-carrière et de 60 ans, je pense que la loi est déjà applicable, même si vous êtes couvert par un accord collectif. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas négocier, vous devez, parce que vous avez un accord collectif qui, sur son contenu, n'est plus à jour. Donc, vous devez mettre à jour. Et donc, à mon avis, par précaution, vous respectez la loi sur le contenu, donc notamment l'entretien de mi-carrière. Et si dans vos négociations, vous avez demain un nouvel accord d'entreprise qui va, comme je disais tout à l'heure, remodeler certains points, eh bien, vous n'appliquerez plus la loi sur ces points, mais l'accord d'entreprise. Mais quand il existera, pour l'instant, il n'existe pas. Donc, je ne vois pas comment on peut dire j'applique un accord d'entreprise qui porte sur l'entretien professionnel qui n'existe plus, et je ne peux pas anticiper sur l'accord d'entreprise sur le parcours professionnel qui n'existe pas encore. Pendant cette phase de négociation, et compte tenu de ce que je vous disais sur le fait que la loi ne parle que des accords portant sur la périodicité, j'en déduis qu'effectivement, pour le contenu, la loi va s'appliquer quand même. Voilà, donc c'est la précaution que je prendrai, parce que je ne vois pas comment on peut dire je vais appliquer des modalités différentes de la loi sur l'entretien de parcours professionnel, alors que l'accord sur l'entretien de parcours professionnel, je vais à peine commencer à le négocier, qu'il n'existe pas encore. Alors, j'essaie de répondre mentalement à la question de Stéphanie. On est d'accord que quand on change la périodicité, donc on change de ce que tu viens de dire, on ne peut que changer la périodicité des 4 ans, mais en aucun cas, on ne peut se soustraire à l'entretien des 1 an. D'accord ? On ne peut pas dire l'entretien qui est à 1 an de l'embauche, on le fait finalement à 2 ans. Dans un accord d'entreprise, on ne peut pas modifier ça. Alors. Parce que la question de Stéphanie, c'est j'ai un accord de branche. Alors, je vais te dire ça une seconde. Si je pense qu'on peut le retraiter, parce que le texte du 3 de l'article en question du Code du travail, c'est-à-dire L6315.1, dit que l'accord d'entreprise peut traiter ceci et cela, ainsi qu'une périodicité des entretiens de parcours professionnel différente de celle définie au 1, sans que celle-ci excède 4 ans. Ce 1, si on y remonte, il commence de la manière suivante. À l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie d'un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche. Donc, l'histoire de la première année, c'est intégré
au 1. D'accord, ça, on donc, peut le changer. Voilà, là encore une fois, je suis désolé d'être un peu réservé, mais je me dois quand même de le faire. Sous réserve des interprétations des juges demain, on peut tout à fait soutenir que c'est intégré au 1 et donc effectivement c'est toute la périodicité, je dirais, qui peut être remodelée. Alors dans la limite des 4 ans, hein, mais peut-être remodelée par accord collectif. Pardon. Et donc du coup, la question de ces familles, c'est dans le cadre où tu as embauché un collaborateur en 2025 et que tu as un accord de branche. Donc, je te dis ce qu'il y a écrit. Dans le cadre d'un salarié embauché durant l'été 2025 dans une entreprise qui peut attendre le 1er octobre 2026, accord de branche, le premier entretien de parcours professionnel doit-il se tenir du coup en 2026, en été 2026, ou un an après le commencement de l'application de la loi et donc attendre l'été 2026. Alors, je n'arrive pas à lire la question parce que je ne la retrouve pas. J'ai un peu du mal en l'écoutant simplement, mais par rapport à ce qu'on vient de lire dans le texte de la loi, la question de la périodicité qui est prévue par un accord de branche ou d'entreprise, là apparemment on évoque un accord de branche, pour l'instant reste applicable. La périodicité. Donc pour l'instant, vous pouvez encore dans ce cas-là appliquer la périodicité prévue par l'accord de branche jusqu'au 1er octobre 2026. Donc, si j'ai embauché un collaborateur en été 2025, son entretien des 1 an après embauche, je ne suis pas obligée de le faire en été 2026, puisque pour moi, la loi s'applique au 1er octobre 2026. Si ton entreprise est couverte par un accord de branche qui prévoit une autre périodicité, on peut pour l'instant appliquer cette autre périodicité. Puisque là, Mais jamais avant, on a parlé d'entretien après embauche. C'est ça, moi, la question qui est compliquée. Oui, mais c'est pour ça que moi, il y aura un manquement. Je ne le pense pas dans la mesure où celui de la première année fait partie de la périodicité. Du grand 1 de l'article, grand 1, c'est ce que je disais tout à l'heure, auquel le 3 renvoie en disant on peut prévoir par accord collectif une périodicité des entretiens différente de celle définie au 1. Et dans ce 1, il y a notamment le premier. Je pense que même sans parler des accords, il y a un flou là sur quelle périodicité on doit mettre en place. Parce que là, j'ai certaines personnes qui me disent, mais alors du coup, on part de l'ancien entretien pro. Donc, je viens d'expliquer que non, on ne part pas de l'ancien entretien pro. Mais est-ce qu'on peut prendre un exemple très concret sur la vie d'un collaborateur? À quel moment, là, à partir de maintenant, il faut lui déclencher un entretien de parcours pro? Je pense que c'est très compliqué de le dire de manière générale comme ça, parce que ça va déjà dépendre de savoir si l'entreprise est couverte ou non par un accord collectif. Sans parler d'accord, on ne parle pas d'accord. Alors, si j'écarte cette hypothèse-là où il n'y a pas d'accord, donc ça veut dire que la loi elle est pleinement applicable depuis le 26 octobre 2025. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si je parle de quelqu'un qui... alors, là aussi, ça va dépendre. Si la loi est déjà applicable, est-ce que je parle de quelqu'un qui est dans sa première année? Si je parle de quelqu'un qui est dans sa première année et que la loi est déjà applicable, il faut respecter la loi et donc lui faire un entretien au cours de la première année. Si c'est quelqu'un qui n'est pas dans sa première année, le nouveau rythme de l'entretien, j'oublie celui de 8 ans pour l'instant, c'est tous les 4 ans. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que pour compter ces 4 ans, je parle de l'application de la loi ou je parle de l'application ou je parle de l'ancien entretien professionnel? Je n'ai pas de certitude absolue, puisqu'on n'a aucun retour de jurisprudence à cette date, évidemment. Par précaution, on peut quand même se dire, si je le fais dans les 4 ans à compter de mon ancien entretien professionnel, à minima, on ne pourra pas me dire que je ne respecte pas la périodicité de 4 ans. Donc, est-ce qu'on ne le prend pas comme ça? Par précaution, peut-être beaucoup d'entreprises le prendront comme ça, effectivement. Ok. Tu penses qu'on a combien de temps pour se mettre en conformité sur les Alors, anciens, je pense qu'il y a plusieurs choses. Surtout sur les anciens, parce que sur les nouveaux, ça va être assez simple. Mais sur les anciens, même en matière d'accord. Par rapport à ce que je viens de dire, si par exemple on a fait un entretien professionnel là en octobre 2025, avant le 26 octobre, je veux dire, allez, en septembre, en août, en septembre 2025, on n'est pas dans l'urgence, puisque même si on dit que la nouvelle loi s'applique, il n'y a pas d'accord collectif,
on a ce rythme de tous les 4 ans. Donc, on n'est pas dans l'urgence. On a largement le temps d'intégrer dans les process de l'entreprise les nouveaux modèles, de déclencher les convocations nouvelles, puisque maintenant, c'est un entretien de parcours professionnel, donc on va utiliser ce nouveau nom, certes, mais on va aller sur le nouveau contenu. Je parlais aussi d'informations qui sont nouvelles. Quand vous convoquez, vous allez devoir dire, vous pouvez préparer l'entretien pour une entreprise de moins de 300 avec le conseil en évolution professionnelle. Donc, tout cela, il faut que les entreprises en disposent pour le mettre petit à petit en route. Néanmoins, si je reviens sur mon exemple, si j'ai fait un entretien en août 2025, un entretien professionnel en 2025, je ne suis pas dans l'urgence absolue pour ce salarié-là pour refaire un entretien immédiatement avec la mouture entretien de parcours professionnel. Oui, mais donc, je pense qu'il faut, pour un nouvel arrivant, par contre, c'est ce que je disais à l'instant, si on est dans la première année, là, ça change tout, puisque si on dit que la loi est applicable dès le 26 octobre 2025 et qu'on est dans la première année, effectivement, on a le risque que le salarié dise, donc, dans la première année, vous devez respecter la nouvelle loi et me faire un entretien. Et il aura raison. Donc, à minima, il y aura une urgence pour les embauchés qui sont dans leur première année. Parce que la loi s'applique dès le 26 octobre 2025. Ah oui, si on doit mettre un ordre de priorité, il faut à minima le faire pour cela. Oui, et rentrer dans le bon cycle. Effectivement. J'ai une personne, là, Géraldine, qui dit que la loi parle d'un accompagnement de l'OPCO pour les entreprises de moins de 250. C'est ce que j'évoquais, c'est le conseil en évolution professionnelle. Alors, il y a deux choses. Dans la loi, pour les entreprises de moins de 300 salariés, la loi prévoit le conseil en évolution professionnelle. Concrètement, sous ce vocable, il peut y avoir plusieurs organismes qui peuvent intervenir. Ça, c'est côté salarié. Et effectivement, le même parti du texte dit que l'employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d'un conseil de proximité assuré par l'opérateur de compétences. Effectivement, l'OPCO. Donc, effectivement, il y a une aide qui peut être accordée aux entreprises de moins de 300 salariés pour préparer l'entretien. C'est inscrit dans le code, effectivement. Ok. Est-ce qu'on a encore des questions? Il y a des questions qui arrivent encore petit à petit. Je pense qu'on peut, en avoir beaucoup. Ouais. Après, on parle de CDD, mais on est bien d'accord que les CDD, de toute façon, restent du salariat. Oui, après, le CDD, par nature, en principe, il ne dure pas 4 ans. Bon. Mais par exemple, il y a une vraie question qui se pose. Là aussi, on verra. La question peut se poser pour un CDD qui serait relativement long. Parce que c'est vrai que la loi ne fait pas de distinction entre CDI et CDD. On me dit le salarié est informé qu'eux. Est-ce que demain, des CDD vont dire « vous avez manqué de me faire l'entretien au cours de la première année ». C'est très difficile pour moi de le dire, mais c'est vrai que la loi ne distingue pas les CDD et CDI. Il y a une distinction qui se fait factuelle par la durée. C'est vrai qu'un CDD qui est là plus de 4 ans, il y a un problème. C'est plus trop un CDD en général. Oui. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est largement discutable. Mais c'est vrai que la loi ne distingue pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que la loi ne distingue pas. On a une obligation de faire un entretien annuel. Et je vois qu'il y en a certains qui ramèneraient la périodicité à 1 an. Un peu très courageux, je le sais. Mais est-ce que faire l'EPP tous les ans soustrait à cette obligation de faire l'entretien annuel individuel pas? J'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre la question, mais je pense que ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'obligation réglementaire à effectuer un entretien individuel annuel. Tu as l'obligation de rencontrer ton collaborateur. Oui, mais pas de la même manière, ce n'est pas formalisé. Oui, ça d'accord. C'est pour ça que la question est, s'il y en a qui veulent prendre l'entretien de parcours professionnel tous les ans, il ne faut pas oublier qu'ils auront aussi l'entretien annuel qui est déjà normalement obligatoire à faire. Ça leur fait 2 entretiens par an minimum. Alors, ça dépend de quel entretien annuel on parle.
si on parle d'un entretien purement RH, il n'est absolument pas prévu par le code, ce n'est absolument pas une obligation légale. Non, il peut y avoir un entretien annuel, c'est celui... Enfin, la loi prévoit qu'il y en a au moins un, et les accords collectifs peuvent en prévoir plus, c'est l'entretien qui peut être lié au forfait en jour, qui lui peut ressortir de la loi. Puis après, il y a l'entretien de parcours professionnel, qui lui n'est pas forcément donc tous les ans. Lui n'est pas tous les ans. Mais il n'y a pas d'entretien annuel obligatoire d'évaluation des salariés, par exemple, pour faire un point avec le salarié. Après, on le disait tout à l'heure, il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut surtout pas confondre les deux. La loi dit bien que ce n'est pas un entretien d'évaluation du salarié. Après, un accord collectif pourrait très bien, un accord d'entreprise pourrait très bien demain, dans le cadre de négociations avec les partenaires sociaux d'entreprise, prévoir une périodicité tous les ans. Puisqu'on nous dit qu'on peut prévoir une périodicité différente pour l'entretien de parcours professionnel. Ça me paraîtrait à minima très inopportun. Voilà. Mais on peut l'imaginer, mais ça me paraît pas du tout une bonne stratégie pour l'entreprise. Okay. Je pense qu'on a fait globalement le tour. On avait le tour, mais en même temps, on avait beaucoup, donc je lis. Ouais, il y aura toujours beaucoup de je pense qu'on a fait globalement le tour et qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Je pense que pour creuser ces sujets, et Chloé, tu le disais tout à l'heure, je pense que je vous invite à faire deux choses. Premier point, à effectivement vous connecter le 9 décembre pour voir quels sont les avantages de l'outil Crew qui va vous permettre de manière opérationnelle de gérer tout ça. Oui, puis on retrouvera aussi des points très opérationnels de comment exactement. Et Chloé, tu le disais tout à l'heure, nous y travaillons et Crew vous fournira très rapidement, avec le partenariat Capstan, des trames certifiées par le cabinet Capstan. Et deuxième point, si vous souhaitez creuser des questions, contactez-moi. Et là, on peut répondre à travailler vraiment sur vos dossiers. Parce que là où nous en sommes de notre échange, si vous voulez, l'ensemble des informations, je pense qu'on a fait un tour global. Et après, c'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Par exemple, c'est de dire, dans mon entreprise, par rapport au terme de mon accord d'entreprise, qu'est-ce que je dois en tirer comme conclusion opérationnelle? Et là, ce n'est pas possible de pouvoir répondre à vos questions comme ça. C'est vraiment une analyse au cas par cas et des termes de votre accord. C'est pour ça que je me permets d'attirer votre attention sur le fait que ça ne pourra passer que par une étude personnalisée en contactant le cabinet. Alors moi, j'ai deux petites dernières questions opérationnelles, purement RH. Qu'est-ce qui se passe quand on recrute une personne de 45 ans, donc nouvelle embauchée, 45 ans, donc mi-carrière. Quand est-ce qu'on fait l'entretien de mi-carrière, puisqu'on vient de recruter cette personne-là? Alors, oui, puisque en tout cas, tu vas être obligé par rapport à la loi sur la visite médicale de mi-carrière, d'abord, puisque le code, alors pour ceux qui veulent aller lire, c'est l'article 46-24-2 du code, qui nous dit le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche, donc là aussi il faut aller voir la convention collective, ou à défaut durant l'année civile du 45e anniversaire du travailleur. Ça signifie que si tu embauches quelqu'un qui rentrerait dans ces conditions-là, tu vas devoir l'amener à organiser, à passer cette visite médicale de mi-carrière. Et s'il passe la visite médicale de mi-carrière, dans la foulée, la loi oblige effectivement à faire l'accord de parcours professionnel de mi-carrière. Je pense qu'il faut comprendre une chose. Par l'ancien employeur. Alors, logiquement, ça ne peut pas. Logiquement, ça ne peut pas parce que la loi prévoit un entretien de mi-carrière durant l'année civile du 45e anniversaire du travailleur. Donc, quand je dis que ça ne peut pas, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une situation où on va le faire deux fois. C'est-à-dire que soit ça a été fait parce que les conditions étaient remplies durant l'année civile du 45e anniversaire chez l'ancien employeur, effectivement, il n'y a pas lieu d'être puisqu'il l'a déjà eu. Soit la date d'embauche est telle que ça va arriver, l'obligation, durant l'année civile du 45e, et donc c'est la nouvelle entreprise qui va le faire. Ça ne va pas se cumuler. Voilà. Il va le faire chez l'un ou chez l'autre selon son âge au moment où il se retrouve dans une ou l'autre des entreprises. Mais en tout cas, on embauche quelqu'un, il arrive dans sa 45e année, on doit donc, même si on vient de l'embaucher 6 mois avant,
On doit donc organiser cette visite et donc l'entretien de parcours professionnel. Ce que je disais là-dessus, c'est pas lié à l'ancienneté dans l'entreprise, hein, c'est lié à la carrière. Voilà. Donc la nouvelle entreprise qui embauche la personne de 44 ans peut être amenée à devoir le faire effectivement. Légalement, elle est amenée à le devoir le faire. Et alors, des fois, les RH ont un gros souci avec certains centres de médecine du travail. Et ça, je le connais par cœur. C'est quand le centre est overbooké et qu'il est difficile, voire impossible, d'avoir un rendez-vous. Vous ne pouvez que tracer, faire des RR à la médecine du travail, réécrire pour pouvoir démontrer demain qu'en tant qu'employeur, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Je pense que c'est enclencher cet entretien sans qu'il ait fait la visite médicale, on est d'accord? Effectivement, puisque ça va être lié à ce que va dire le médecin. Ok, très bien. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de finir là-dessus, parce qu'on aura toujours énormément de questions. On a déjà bien dépassé le timing. Mais de dire que déjà, plus que pas assez, c'est toujours mieux en termes de sécurité. Voilà, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Faire peut-être plus d'entretiens, finalement, c'est quand même plus sécuritaire. Et que ce qui reste important, et ça, Fabrice, on en a déjà parlé ensemble et je pense qu'on est raccord, c'est qu'en tant qu'employeur, à chaque fois, on va regarder votre bonne foi, toute l'énergie que vous avez mis, tout ce que vous avez essayé de mettre en place. Il peut y avoir des ratés, des choses, etc., surtout avec une sortie de ce genre de nouvelle loi. Mais ce qui va être important, c'est ça, hein, Fabrice, si je ne me trompe pas. C'est vrai que ma déformation professionnelle va me dire que ce n'est pas forcément la notion de bonne ou de mauvaise foi, mais en tout cas, oui, mais je comprends l'idée. Je plaisante un peu. Mais en tout cas, oui, je parlais de traçabilité, tenir les entretiens, tenir les documents, écrire aux salariés qui ne viennent pas, le sanctionner, écrire à la médecine du travail quand on n'arrive pas. Tout cela va démontrer que vous avez tout fait pour remplir vos obligations et que donc vous avez rempli vos obligations. C'est ça qui est important et donc la traçabilité du fait que vous avez rempli vos obligations. Parce qu'encore une fois, je le répète, on a changé de paradigme et je suis convaincu, alors là c'est l'avocat plaideur en droit du travail qui vous parle, je suis convaincu que nous aurons dans les mois, dans les années, ça va se décanter, ça va être intégré par notamment mes confrères qui travaillent le plus souvent pour des salariés, ça va être intégré et vous allez voir arriver dans les contentieux prud'homaux des dommages et intérêts pour des manquements à l'obligation d'adaptation et à l'obligation de sécurité, notamment fondés sur des manquements qui auraient été commis autour de ces questions d'entretien de parcours professionnel. On le voit arriver, c'est quasiment une certitude. Donc, très attentif sur la formalisation de tout ça. Je propose qu'on s'arrête là. Je vais juste un conseil RH que je vais vous donner. Si vous avez des questions aussi de comment gérer cette nouvelle réforme, où est-ce qu'on peut trouver les trames, comment c'est fait, pour que ça ne devienne pas une usine à gaz en termes de gestion RH quotidienne. Et je vous comprends sincèrement, je vous invite fortement à rejoindre le webinaire qui aura lieu jeudi à 11h30 avec Manon, Chloé, enfin l'équipe Crew. Voilà, qui aussi répondront à toutes vos questions, même si vous avez des accords d'entreprise et que vous voulez changer les trames, etc. N'hésitez pas à aller à ce webinaire. Vous pourrez aussi poser les questions sur pratico-pratique. Voilà, et on y répondra. Donc voilà, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Enfin, j'ai des milliers de questions toujours en tant qu'RH, mais c'est dans le quotidien. Voilà, on verra à l'application. Et je ne sais pas, Fabrice et Chloé, si vous avez un petit mot de fin pour libérer. Non, j'ai tout dit, je pense. Et encore une fois, la seule chose, c'est que je puisse faire, c'est mettre au service des entreprises le cabinet. Contactez-moi si vous avez des questions vraiment pour vos dossiers, pour vos accords d'entreprise. Et Lina, tu viens de le dire, Crew est un outil qui peut s'adapter à des accords d'entreprise. Nous, on peut vous aider à négocier et conclure ces accords d'entreprise. Donc, voilà, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, on reste disponible. Merci beaucoup. Merci Fabrice pour toutes ces Merci infos. à tous. Elle est précieuse. Bonne journée, bon appétit à tous. Au revoir. Au revoir.